Bonjour, bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. La Tunisie continue de vivre des troubles politiques plus ou moins violents, plus ou moins larvés, mais qui posent tous la même question. La nouvelle Tunisie peut-elle trouver un autre chemin que celui d'un régime confessionnel, un régime qui chercherait à prendre sa revanche sur une tradition laïque, qui, lorsqu'elle n'est pas imposée par un despote, est sans nul doute ce que l'on peut souhaiter de moins mauvais à chaque citoyen tunisien. Avec nous aujourd'hui, Béjiz Caïd Essebsi, ancien Premier ministre de la Tunisie post-Ben Ali et surtout homme politique depuis des décennies de son pays. Monsieur Essebsi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous La remercie. première question que je vous poserai, c'est, vous qui êtes un observateur qui peut prendre de la distance, qui voyageait, vous dites, quelle est la ligne à ne pas franchir pour le gouvernement aujourd'hui, qui est dirigé par le parti Ennahda? Quelle est la ligne sur laquelle vous ne transigerez pas? C'est de remettre en cause les acquis de la Tunisie que le peuple a réalisé avec ses sacrifices pendant 50 ans. C'est-à-dire une Tunisie moderne. Le plus grand, peut-être, la différence qui existe entre les gens de ma génération et les gens qui sont de la même famille politique et d'autres, c'est que nous sommes pour un État tunisien du XXIe siècle. Mais on va vous dire au contraire, on va vous dire vous êtes passéiste, vous êtes pour les acquis de la Tunisie depuis l'indépendance, c'est le passé. C'est pas moi qui vous le dis, c'est ce qu'on va vous dire. Le passé, ce n'est pas un problème de temps. C'est nous regardons l'avenir. Bon, même si nous sommes plus âgés que d'autres, n'est-ce pas? Mais c'est un problème d'état d'esprit, n'est-ce pas? Et un problème de conviction. La Tunisie est un petit pays. Il ne peut vivre et survivre que dans la mesure où il reste ouvert sur l'extérieur. Or, l'extérieur a des années-lumière d'avance sur les pays qui sont sous-développés. Et notre grand problème, c'est de rattraper les pays développés et de diminuer en tout cas les gaps entre nous et eux. Et nous avons fait un très grand chemin pendant les 50 dernières années. On a eu évidemment, nous avons trébuché, évidemment, on a eu cette période de Ben Ali qui évidemment n'a pas fait progresser tellement la Tunisie, mais évidemment il a introduit un élément qui est la corruption, qui est quand même... Bon. Mais maintenant donc, le régime de Ben Ali est tombé, mais l'État tunisien est resté, et l'État tunisien doit continuer sa marche vers l'avenir. Qu'est-ce qui vous semble dangereux dans la marche de l'État tunisien aujourd'hui? Dangereux, non, mais on peut tourner en rond maintenant. Nous sommes dans une période de transition, de toute façon. Et toutes les périodes de transition ne sont pas sur une ligne droite. Bien sûr. Donc, et d'ailleurs, on dit souvent que le chemin le plus court entre un point et un autre n'est pas forcément la ligne droite. L'essentiel, c'est de prendre le chemin qui vous fait arriver à l'objectif. Nous connaissons des difficultés actuellement, c'est vrai. Ceux qui nous gouvernent manquent peut-être d'expérience, mais de toute façon, nous devons soutenir la Tunisie, quel que soit son gouvernement. Alors vous voyez quel rôle dans ce passage-là, dans cette expérience-là? Parce que ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en France. D'ailleurs, c'est un honneur pour nous de vous accueillir, mais ça veut dire que vous avez une action à mener dans toute cette affaire-là. Quelle est-elle? Moi, je soutiens toute action dans le sens qui sert la Tunisie. Je suis pour une Tunisie moderne. Chaque fois qu'il y a des problèmes en Tunisie, j'essaie d'apporter ma contribution parce que maintenant, avec mon expérience, mon ancienneté, mon âge, je ne cherche pas le pouvoir. Je l'ai exercé, vous savez, j'étais dans tous les postes. Mais d'ailleurs, on n'exerce pas un pouvoir ad aeternum, n'est-ce pas? Donc, nous avons maintenant un gouvernement que j'aurais aimé appuyer. Mon grand espoir, c'est que ce gouvernement réussisse. S'il ne réussit pas, je le déplore. Mais ceux qui gouvernent ne sont pas nos ennemis. Mais alors, soyez plus précis. S'il ne réussit pas, vous le déplorerez, mais ça vous inquiète? Bien entendu. Quelles sont les données qui vous inquiètent très particulièrement? Vous savez, ce gouvernement-là a l'avantage d'avoir été un gouvernement soutenu par une assemblée constituante élue, qui a la légitimité électorale.
Donc il est dans une meilleure condition que le gouvernement que j'ai présidé moi-même. Parce que moi, j'avais présidé un gouvernement qui avait agi avec le consensus général. Ceux-là, au moins, ils avaient l'appui d'un organisme qui a la légitimité électorale. Normalement, il est censé remplir la mission que la Révolution a voulu, dans le sens de la Révolution. Mais ce n'est pas forcément la route qu'il est en train de prendre. Malheureusement, je dois reconnaître qu'il n'a pas tout à fait réussi cette mission-là, c'est-à-dire rédiger une constitution dans un délai de 1 an, ça ne s'est pas arrivé. Deuxièmement, préparer des élections législatives et présidentielles selon le type politique que retiendrait la future constitution, ce n'est pas le cas. Répondre aux exigences des régions qui ont quand même initié la révolution, c'est-à-dire les régions déshéritées, c'est-à-dire le grand nombre de chômeurs que nous avons, parmi surtout des chômeurs, parmi des gens qui ont des diplômes, etc. Et sur ce plan-là, on n'a pas fait beaucoup de chemin. Est-ce que vous pensez que vos compatriotes regrettent le choix qu'ils ont fait dans les urnes en portant au pouvoir le parti Ennahda? Vous savez, au moment où ils ont voté, c'était peut-être un choix normal. Parce qu'au fond, les élections, le vote, c'était d'abord un vote sanction contre ce qui se passait avant, contre le régime, etc. Deuxièmement, c'était un vote d'espoir. Parce que pour la majorité des Tunisiens, les gens d'Ennahda, c'est quand même des patriotes qui ont été en prison, donc, et qui croient en Dieu, et nous sommes un peuple musulman. N'est-ce pas? Donc ils ont l'avantage de se présenter comme des gens qui sont des gens honnêtes. On a voté pour eux. Mais entre l'honnêteté qui est le résultat des années de prison, des années aussi de la référence religieuse, et d'exercer le pouvoir, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Alors, comment... Alors on est des fois déçus. Parce qu'on attendait beaucoup et qu'on n'a pas beaucoup de résultats. Et puis, il y a aussi, alors vous allez me corriger si je me trompe, mais Ennahda est fatalement court-circuité par une aile qui est beaucoup plus extrémiste que sont les salafistes. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça qui vous inquiète le plus? C'est-à-dire, ça ne nous tranquillise pas. Ouais. Mais normalement, si nous avons la volonté d'y faire face, on peut dominer la question. Est-ce qu'il y a cette volonté d'y faire face? Jusqu'à une date récente, il n'y avait pas cette volonté. Mais je dois quand même reconnaître que depuis quelque temps, le gouvernement réagit beaucoup mieux et beaucoup plus vigilant dans cette affaire-là. Il a pris des engagements pour dire qu'il va appliquer la loi pour tout le monde, et non pas une loi qui va être appliquée à deux poids et deux mesures. Et cette loi, justement, comment se positionne-t-elle par rapport à ceux dont on vient de parler, les salafistes? Si les salafistes ont des idées et veulent vivre en Tunisie avec leurs idées, c'est leur droit. Mais s'ils exercent la violence et qu'ils veulent imposer leurs idées ou leur façon de vivre ou leur méthode de vivre par la force, évidemment, ils tombent sous le coup de la loi, ils doivent être réprimés comme tous ceux qui enfreignent la loi. Est-ce que vous avez constaté, je change un peu de thème, des retours en Tunisie de jeunes gens qui étaient partis, qui avaient quitté le pays parce que le secteur touristique était en déshérence? Est-ce qu'il y a, vous sentez cette envie de participer à la vie politique, de rentrer au pays et de compter dans la vie politique? Il y a, oui, bien sûr. Lorsque j'étais au gouvernement, il y avait beaucoup de ministres, au fond, qui étaient à l'extérieur, qui sont même nés à l'extérieur, qui ont vécu à l'extérieur et qui avaient des situations remarquables, qui ont quand même abandonné ces situations-là pour participer à l'activité de leur pays. Ma dernière question concerne les femmes. Justement, est-ce que ce n'est pas elles qui ont peut-être le plus à perdre dans une Tunisie qui serait tiraillée entre le salafisme d'un côté et puis des forces plus progressistes? Est-ce que ce n'est pas là le vrai danger? Les femmes sont très actives maintenant en Tunisie. Vous savez, la libération de la femme en Tunisie date depuis 50 ans. Nous sommes un cas unique.
Et la femme actuellement occupe dans le paysage politique et dans le paysage social la place qui lui revient comme tous leurs camarades masculins. C'est pas remis en cause, ça, par personne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit remis en cause. Et d'ailleurs, nous avons en Tunisie 2 lignes rouges à ne pas dépasser. La première, c'est l'article 1 de la Constitution de 1959. La Tunisie est un État indépendant, c'est souverain, sa langue est l'arabe, la religion est l'islam, et le régime est la République. Et deuxièmement, c'est le statut personnel de la femme. Sur ces 2 points, nous sommes intransigeants. Et je pense qu'il y a eu des tentatives de l'autre côté, mais je crois qu'ils ont bien compris que sur ces 2 points, le peuple tunisien ne marchera pas, et ils sont revenus là-dessus. Merci infiniment, M. Essebsi, d'avoir été chez moi. nous. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous le savez, France 24, c'est en français, en anglais, mais aussi en arabe. Merci de votre attention et à bientôt.